bienvenue à cette dernière conférence, enfin avant-dernière conférence pour être plus précise, de la première édition de la semaine de la formation continue de l'École supérieure de la banque. Donc nous sommes ravis d'accueillir Éric Depont qui est directeur général de l'ES Bank. Bonjour Éric. Bonjour à toutes et à tous. Et Maya Attig qui est directrice générale de l'Association française des banques. Bonjour Maya et ravie de vous avoir parmi nous. Bonjour à tous, bonjour Eric, bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, nous avons 30 petites minutes devant nous pour parler de cette belle thématique de l'enjeu de la formation professionnelle pour le secteur bancaire. Une première question pour vous, Eric. Pourquoi l'ES Bank, justement, a décidé d'organiser cette première édition de la semaine de la formation continue? Alors tout d'abord, Aurélie, avant de vous répondre, je voudrais d'abord remercier Maya de nous faire l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui. C'est un temps fort et merci à la profession de nous accompagner dans cette semaine de la formation continue. Et puis je voulais aussi vous remercier, Aurélie, pour votre animation, hein. C'est un peu grâce à vous que cet événement peut voir le jour, donc cette belle action. Bon, tout d'abord, on l'a vu, hein, pour ceux qui étaient en attente depuis quelques minutes et qui voyaient en boucle la vidéo tourner, c'est vrai que la transformation du monde bancaire est en marche, hein, et on ne peut plus l'arrêter, elle est lancée, elle est engagée, elle s'accélère. La crise sanitaire de ces derniers temps a encore, je pense, accéléré considérablement les choses. Mais derrière ce changement, il ne faut pas y voir une contrainte, il faut y voir une réelle opportunité de, voilà, on a la chance, on est cette génération de banquiers qui avons la chance de faire partie de cette accélération du mouvement. Et pour peu qu'on soit bien accompagné pour pouvoir le gérer, ce mouvement, et c'est bien le rôle, en fait, de l'École supérieure de la banque, et c'est bien le rôle de cette semaine de la formation professionnelle continue, c'est de mieux voir un petit peu les métiers qui se dessinent, les compétences nouvelles qui viennent influencer, impacter nos métiers actuels, et puis globalement, quels sont les parcours que la profession nous dessine et quels sont les accompagnements pédagogiques que l'École supérieure de la banque peut nous proposer pour faire partie de ce beau voyage. Hein, moi, je vois vraiment une très belle opportunité de saisir des évolutions professionnelles, de réaliser des projets, pour peu qu'on s'y soit bien préparé, qu'on ait bien compris le sens de ce mouvement, et puis qu'on ait repéré, et on est là pour vous y aider, les actions de formation que l'École supérieure de la banque peut proposer aux banquiers pour être dans ce beau voyage. Voilà, donc je crois que tout est résumé dans la signature de notre école, hein. L'ES Bank forme aujourd'hui la banque de demain. Eh bien, voilà, c'est la raison d'être tout d'abord de cette conférence, de cet échange avec vous. Merci, Eric. Alors Maya, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette première édition. Et peut-être, vous pouvez nous dire pourquoi c'était justement important pour vous et l'AFB d'y participer. Oui, merci encore pour votre invitation. Quand vous avez parlé de cette initiative de semaine de la formation continue, j'ai tout de suite été frappée par l'initiative extrêmement intéressante et importante pour un enjeu clé dans la banque, et puis frappée aussi par le programme que vous proposez, qui est un programme à la fois ambitieux, complet, varié, très riche et qui montre beaucoup de facettes de la formation. Et donc, pour moi, en tant que directrice générale de l'Association française des banques, qui est l'organe social des banques commerciales, hein, donc à peu près la moitié du secteur bancaire français, aujourd'hui, partenaire de l'ES Bank, c'était absolument indispensable d'être associé à vos travaux, puisque la formation, on le sait, c'est un vecteur clé du développement des collaborateurs des banques, de leurs compétences, de leur quotidien, et au fond du fait qu'ils se sentent bien dans leur métier, qu'ils le font bien, c'est un élément de motivation. Et puis, c'est aussi un vecteur clé de la compétitivité des banques, de leur adaptation. Et donc, former la banque de demain tout en consolidant celle d'aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Donc, l'ES Bank fait partie pleinement de la politique de l'emploi des banques et nous tenions absolument, en tant qu'Association française des banques, à être avec vous. Merci, Maya. Merci. Merci beaucoup, Maya. Alors justement, vous l'avez évoqué, le secteur bancaire est reconnu comme un secteur engagé
dans l'accompagnement de ses collaborateurs. Donc, comment cela se traduit-il pour les banques et les collaborateurs, justement? Oui, alors une traduction en deux chiffres. Le premier, c'est 100%. 100%, c'est le pourcentage de salariés de la branche AFB qui ont suivi au moins une formation, y compris en période de restrictions sanitaires. Et donc, 100% de ceux au travail suivent une formation. Ça représente, en termes de montant, quasi 4,7% de la masse salariale. C'est absolument considérable, hein, c'est beaucoup plus élevé que la plupart des branches. Et puis, un troisième chiffre qui est plus parlant, c'est qu'un conseiller, un chargé de clientèle, suit aujourd'hui 36 heures de formation par heure en moyenne. Donc, on voit à quel point c'est une semaine par an, plus d'une semaine par an. Et donc, on voit à quel point cela fait partie du métier de se former. La formation, elle n'est pas à côté du quotidien, elle fait partie du quotidien. C'est un enjeu clé parce que les banques, elles connaissent des transformations depuis de très nombreuses années. Elles sont attractives, elles visent à le rester. Et puis, elles ont besoin des compétences de leurs collaborateurs qui sont eux-mêmes en attente de développer ces compétences sans cesse. Donc, tout ça, c'est un facteur très favorable à la formation continue. Merci beaucoup. Justement, Eric, le S-Bank, en tant qu'organisme de formation du secteur, accompagne et participe à cet accompagnement des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement sur cet accompagnement? Maya a souligné toute l'importance de la formation effectivement dans le secteur bancaire. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est que pour effectuer ce très beau métier qu'est le métier de banquier, ça requiert beaucoup de prérequis, ça requiert beaucoup d'exigences, des exigences à la fois techniques, hein, de maîtrise de son métier, des exigences comportementales, de relations avec les clients, mais pas que, aussi de relations avec ses collègues, des compétences réglementaires, et Dieu sait si le poids de la réglementation est lourd en ce moment. Alors tout ça, on le maîtrise, tout ça, je crois que vous l'avez bien en tête, mais ce qu'on a peut-être un peu moins en tête, c'est que dans ce monde qui est très chahuté, qui bouscule beaucoup, jamais nos compétences ont été aussi sollicitées qu'en ce moment. Et notamment, et d'ailleurs je souligne au passage la très belle étude réalisée par l'AFB, par l'Observatoire de l'AFB il y a 2 ans, hein, pour nous éclairer justement sur ces transformations. Et je voudrais revenir quand même auprès de vous sur deux, trois choses qui me paraissent importantes. C'est qu'il va falloir travailler, et donc ça s'apprend, de façon beaucoup plus communautaire. Il va falloir apprendre à mieux communiquer avec plus d'impact, apprendre à pitcher. Hein, l'ère du média, on le voit aujourd'hui au travers de cet échange que nous avons avec vous. Hein, on communique tout le temps, même quand on ne peut pas se voir de face à face, on trouve des artifices pour aller au contact de ses clients et de ses partenaires. Donc il faut apprendre à communiquer autrement. Il faut être orienté beaucoup plus client dans cette logique de relation omnicanale. Bon, on le sait, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Les commerciaux ont l'habitude, je vais parler de proactivité, mais on voit bien que on est de plus en plus orienté résultat et client à la fois. On est là pour résoudre leurs problèmes. Vous le voyez aussi, il faut qu'on s'adapte beaucoup plus au changement. Il faut qu'on se développe soi-même et qu'on développe les autres, et pas que pour les managers. Hein. Faire grandir ses collaborateurs, bien évidemment, c'est un objectif de chaque manager, mais entre pairs, entre collègues, on a aussi ce rôle de se soutenir les uns les autres. Et Maya l'a dit tout à l'heure, et moi je le reformule parce que je pense que c'est vraiment la compétence clé qui sous-tend tout le reste. Dans ce monde qui change en permanence et qui change très vite, il va falloir apprendre à apprendre et apprendre tout le temps, tout au long de sa vie et dans différentes situations. Et je disais, pas uniquement à l'école, pas uniquement au travers des actions de formation, mais il faut apprendre aussi on the job, il faut apprendre avec ses collègues, il faut apprendre tout le temps. Alors, vous avez justement commencé à l'évoquer, cette situation sanitaire qu'on rencontre depuis maintenant un peu plus d'1 an. Elle est complètement inédite. Maya, peut-être qu'on peut parler du rôle qu'ont eu les banques pendant cette crise sanitaire, ou depuis le début de cette crise sanitaire qui n'est pas terminée. Oui, alors évidemment, comme tous les secteurs, tous les acteurs économiques, cette crise a constitué un vrai choc auquel les banques se sont adaptées très rapidement sur 3 points d'appui qui ne datent pas de la crise. Ça, je tiens à le dire. Si les banques ont fortement vite réagi
pendant la crise, c'est parce que les fondamentaux font vraiment partie de l'essence même de notre secteur. Ces trois fondamentaux, ils sont très simples. C'est l'utilité pour l'économie, l'utilité pour les clients, l'utilité pour les collaborateurs. C'est la proximité et c'est la solidité. Être solide sur ses compétences, sur ses process, sur ses capacités financières. Donc, trois éléments, trois mots très simples: utilité, proximité, solidité pour être actif dans la crise. Alors, quelles ont été finalement les applications de ces principes? Par quoi ça s'est traduit? Ça s'est traduit par deux choses. D'abord, la continuité de la présence. Les agences sont restées ouvertes au maximum. Et donc, pendant les périodes de confinement, ça veut dire que selon les réseaux, vous avez entre 70 et 90%, voire plus, des agences qui ont pu rester ouvertes, dans lesquelles l'accueil s'est fait selon des modalités différentes, mais bien entendu, il s'est fait quand même. Bien entendu, aux côtés d'une présence à distance qui a été renforcée. Ça, c'est le premier élément, la continuité de la présence, l'engagement en toute sécurité sanitaire pour ceux qui étaient sur place. Et je le dis parce que les banques ont beaucoup fait pour pouvoir équiper les agences et recevoir les clients, notamment ceux qui avaient besoin, par exemple, de toucher des espèces pour leurs prestations sociales au tout début de la crise, quand il y avait très peu de masques, très peu de plexi. Les banques se sont vraiment bougé énormément pour pouvoir faire cet accueil en toute sécurité. Le deuxième élément de preuve, c'est l'engagement auprès des clients, l'engagement à accompagner les clients. Alors, on parle beaucoup des prêts avec la garantie de l'État, parce que, au fond, un produit très simple a été mis en place entre les pouvoirs publics et les banques avec les autorités européennes. En quelques jours à peine, il a été distribué à une échelle absolument considérable, hein, plusieurs centaines de milliers de dossiers. On en est aujourd'hui à largement plus de 800 000 dossiers examinés de demandes d'entreprises avec qui il y a eu des échanges. Donc, c'est 800 000 occasions d'échanges de contacts, de demandes avec des clients. Et il y en a eu tout de suite très vite. Donc, en quelques semaines à peine, l'équivalent de quasiment 1 an de travail a été réalisé dans les banques. Donc, un engagement extrêmement fort. On a moins parlé d'autres modalités d'intervention qui, elles, n'avaient rien à voir avec l'intervention de l'État, qui étaient l'attribution de moratoires, la constitution de lignes de trésorerie ou toutes les autres solutions. Voilà. Donc, je dirais que sur ces trois bases, que sont l'utilité, la proximité, la solidité, les banques ont vraiment montré ce qu'était l'accompagnement des clients et le sens de leur action. Alors, tout ça conduit à une grande fierté, bien sûr, puisque tout ça est reconnu par des sondages qu'on peut faire, par le sentiment des clients. La banque est sur le podium des secteurs jugés comme les plus utiles à l'économie. C'est une nouveauté, en tout cas depuis un certain nombre d'années. Elle est parmi les secteurs les plus importants aux yeux des Français, dans une enquête qu'on a réalisée avec l'IFOP en novembre dernier. Elle est reconnue par 82% des Français comme un atout pour notre économie et à 78% comme un secteur très résistant. Alors, bien sûr, une fierté, une reconnaissance, ce n'est pas une fin en soi. C'est finalement une motivation pour maintenir le cap, pour toujours faire mieux pour répondre à ces attentes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus exigeant qu'un client? Qu'est-ce qui est plus exigeant qu'un Français? Ben, pas grand-chose. Et donc, je crois que tout ça, ce sont des éléments de motivation parce que les efforts qui sont faits par les uns et les autres au quotidien, ils sont reconnus, ils permettent de faire mieux, ils permettent de s'engager encore plus fortement dans la formation en continu et de savoir que ça va délivrer ses fruits. Donc, je crois qu'on a une spirale tout à fait positive qui s'est installée et qui s'est renforcée avec la crise sur des bases qui étaient déjà très fortes avant. Oui, parce que vous avez évoqué 3 axes qui ont, j'imagine, forcément eu un impact sur les métiers eux-mêmes. Absolument, puisque au fond, avec la crise, on a montré la capacité d'adaptation des collaborateurs des banques. Ça a été frappant pour tout le monde et je pense que beaucoup se sont surpris eux-mêmes, hein, y compris parmi les dirigeants. Tout le monde s'est surpris, je dirais, dans son adaptation et sa capacité finalement à essayer de trouver des solutions. Et puis aussi, bien sûr, la crise, ça a été une accélération de transformation
le digital ne date pas de la crise, il date d'avant. Toujours dans notre enquête IFOP, ce qu'on voit, c'est que 83% des Français, ils veulent une banque qui leur propose des services en physique et en digital, hein. Et donc, ils veulent bien les deux. Ils sont satisfaits ou très satisfaits de l'offre digitale qui leur est faite. Ils utilisent de plus en plus ces outils, mais au fond, ce sont des amplificateurs des services qu'ils demandent toujours à leur banque. Donc, ça a des impacts sur les métiers. Ça veut dire que la technologie fait partie intégrante de la vie de chacun. Je constate qu'elle pénètre dans tous les domaines. Ceux qui, depuis longtemps, l'utilisent, hein, dans la relation client, dans l'analyse des risques, ceux qui l'utilisent depuis un peu moins longtemps, dans l'analyse juridique, par exemple, mais en tout cas, c'est porteur. Et donc, l'ES Bank, qui fournit des formations, qui permet ces transformations, eh bien, elle a, je dirais, un rôle absolument majeur pour continuer à mener cette accélération dans de très bonnes conditions et pour permettre à chacun de trouver sa place. Merci beaucoup Maya. Justement, je rebondis donc toujours sur cette crise sanitaire, mais aussi l'évolution des métiers qui étaient déjà prégnantes avant et qui s'est un peu accélérée. Eric, nécessairement, les formations ont également dû s'adapter, j'imagine. Maya l'a remarquablement bien dit, hein, on a beau essayer de tout prévoir, d'avoir des stress scénarios, d'avoir des PCA, je crois que cette crise hein, à laquelle on est encore d'ailleurs confronté, personne ne l'avait prévu. Et après un gros coup de chauffe pendant une semaine, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, on n'était pas équipé pour. Bah, l'histoire humaine, hein, des banquiers qui se sont mobilisés, parce que c'est les hommes, hein, c'est pas, là pour le coup, c'est pas la technique qui a trouvé les solutions, c'est l'humain qui a trouvé la solution, c'est les collègues dans les agences qui se sont mobilisés. Eh bien, nous aussi, à l'École supérieure de la banque, on a eu cette belle réaction, hein, et je ne peux que féliciter les équipes de l'ES Bank qui sortaient d'une situation où 100% de nos formations, ou quasiment 100% de nos formations étaient présentielles, à découvrir tout de suite, au pied levé, il faut qu'on fasse quelque chose. Et en une dizaine de jours, en 9 jours exactement, on a été capable de transformer la quasi-totalité de notre catalogue en distanciel. Alors bien sûr, c'est du distanciel qui ressemble beaucoup à du présentiel, c'est de la classe virtuelle, un peu comme comme on le fait là, mais on a grandi, on a progressé, et puis surtout, on a tiré les enseignements. Et dans le monde d'après de la formation, là, cette fois-ci plus du secteur de la banque, on ne reviendra plus jamais à une modalité de formation 100% présentielle comme on a pu le connaître, parce qu'on a compris qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire autrement. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on ne sera pas non plus dans un monde 100% formation distancielle. Ça n'a pas de sens. Maya l'a dit, c'est un mélange des deux, c'est l'omnicanalité. Eh bien, dans le secteur de la formation, c'est ce qu'on appelle l'hybridation des formations. On a pris conscience, alors on le savait, hein, tous les organismes de formation y travaillaient, mais ils voyaient ça se dessiner à l'horizon, ils pensaient avoir le temps de se transformer. Et puis là, ils ont été plongés dans la vraie vie, les clients ont changé leur fusil d'épaule, et maintenant ils savent que demain, eh bien, une formation répond à plusieurs objectifs pédagogiques. Il faut commencer par apprendre, il faut continuer ensuite en s'entraînant, il faut poursuivre en ancrant ses compétences. Et on voit bien que derrière chacun de ces objectifs pédagogiques, on a des étapes de formation qui sont bien distinctes, et il y a des formats pédagogiques qui répondent mieux que d'autres à telle ou à telle de ces étapes. Et on n'aura plus jamais une formation, hein, d'un bout à l'autre qui se réalisera dans le même format pédagogique. On demandera de plus en plus probablement à nos étudiants, eh bien, de préparer leur formation, de savoir pourquoi ils y vont. Donc, on va leur pousser des contenus pour qu'ils se préparent, pour qu'ils se mettent en situation. Lorsqu'ils seront en présentiel, on les fera jouer, on les fera s'entraîner. On voit bien qu'ensuite, il faudra qu'on les accompagne en situation de travail. Et là, j'insiste, parce que la FEST est un vrai relais aussi de la montée en compétences, hein. Les banques s'y intéressent énormément. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne à mettre en œuvre ces dispositifs de formation en situation de travail. Et puis aussi, je pense, il faut qu'on s'entraîne, parce que rien ne vaut aussi la formation immersive, l'entraînement un petit peu en arrière-salle, avec des simulateurs, avec de la réalité augmentée, en tout cas d'autres façons d'apprendre. On voit bien qu'ont tous leur rôle et qui sont complémentaires les unes des autres.
Alors, tout ce que vous venez d'évoquer, ça a aussi un impact sur un autre sujet très important, puisque là, nous sommes dans le cadre de la semaine de la formation continue, mais n'oublions pas l'alternance qui joue un rôle prépondérant dans le secteur bancaire. Peut-être que Maya, vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette importance de l'alternance. Oui, et je le dis avec d'autant plus de plaisir que l'une des rares visites en présentiel, je l'ai faite dans ce lieu magnifique qui est la Maison de la Finance à Nancy. Voilà, donc je salue d'ailleurs tous ceux qui peut-être y sont aujourd'hui et que c'était vraiment un moment formidable qui m'a permis à la fois de rencontrer des alternants et puis leurs tuteurs, leurs managers et d'anciens alternants. Et je crois que tout ça, ça montre un engagement qui est celui de l'entreprise, celui des jeunes, bien sûr, pour, dans une voie d'excellence, apprendre leur métier, et puis celui finalement de toute l'entreprise qui cherche à les recruter, à les intégrer. Alors, il y a, selon que l'on parle du champ AFB ou de l'ensemble du secteur bancaire, entre 10 et 20 000 alternants aujourd'hui dans le secteur bancaire. L'enjeu de les intégrer pleinement est évidemment très important puisque 87% d'entre eux vont trouver un emploi dans le secteur bancaire, vont y rester sur beaucoup de métiers de chargé de clientèle au départ, la plupart d'entre eux, pas tous. Je tiens d'ailleurs à signaler que nous avons publié des vidéos explicatives sur ces métiers. Voilà, que vous pouvez retrouver sur nos réseaux, des vidéos qui illustrent finalement ce qu'est le quotidien d'un chargé de clientèle, particulier, entreprise, professionnel ou d'un conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi le quotidien d'autres métiers qui recrutent beaucoup, comme celui d'analyste risque ou de data analyst. Voilà. Alors, la banque recrute pour un embauché sur deux une personne de moins de 30 ans. Et parmi eux, on a environ 34% qui ont un bac plus 2 ou 3 et 60% un bac plus 4 ou 5. Voilà, donc on recrute des diplômés avec une échelle relativement large, mais généralement très diplômés, qui sont cadres à l'entrée ou le deviendront assez rapidement, puisque la banque effectue beaucoup de promotions. Voilà, donc un secteur bancaire toujours extrêmement actif en matière d'alternance, non seulement pour le temps de l'alternance, mais aussi ensuite pour l'intégration, l'embauche et de manière plus générale, le recrutement des jeunes. Merci à la personne qui a vu les vidéos et qui les trouve top. Je suis bien de son avis. Effectivement, elles sont vraiment super et vont parler à de nombreuses personnes, je pense. Et donc, l'alternance, sujet important pour le secteur bancaire, forcément donc aussi pour le S-Bank. Donc, Eric, peut-être on pourrait en faire une petite présentation de l'alternance à l'École supérieure de la banque. Alors, une toute petite présentation, parce que je crois qu'il nous reste que quelques minutes hein, et que c'est un sujet qui nécessiterait qu'on parle abondamment. Non, très sincèrement, je vais profiter de cet instant d'abord pour remercier l'ensemble des banques qui nous font confiance et elles ont raison de nous faire confiance en matière d'alternance parce que on vient d'en parler avec Maya, hein, dans ce monde qui se transforme. Il faut faire monter en compétence les collaborateurs, mais il faut aussi assurer la relève, hein, la relève des équipes. Et c'est vrai que l'alternance est un vrai levier pour préparer les collaborateurs dont les banques auront besoin demain. Et on le voit, on se l'est dit, on vient de passer une demi-heure à essayer de vous l'exprimer. Les compétences qu'il va falloir mobiliser sont un peu différentes, donc il faut aussi que l'alternance évolue et s'adapte. Alors, les banques nous font confiance, hein, vous l'avez rappelé Aurélie, aujourd'hui l'École supérieure de la banque forme à peu près un alternant sur deux pour le secteur bancaire, c'est considérable. Mais au-delà de la quantité, parce que la quantité, c'est bien beau, mais ça ne veut pas dire grand-chose, moi, c'est la qualité que j'ai envie de souligner. C'est que 90% de ces jeunes que nous formons, eh bien, ils obtiennent leur diplôme, ils vont au bout de la formation et 87% d'entre eux sont intégrés dans le secteur bancaire. Donc on voit bien qu'en plus, ils y restent. Puis pour ceux qui ont un peu bougé, c'est qu'en cours de route, ils ont peut-être changé un peu de projet, de profil, voilà, ça fait partie des cours de la vie. Donc moi, je suis très attaché effectivement à ce qu'on maintienne et on renforce et on développe. Et comme l'a dit d'ailleurs Maya, d'ailleurs, qu'on aille aussi préparer sur d'autres métiers que les métiers cœur de métier du retail. La banque a de plus en plus besoin de solliciter des experts dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la blockchain, de l'informatique quantique. Il faut que l'école soit également présente sur les grands rendez-vous que la profession lui a donnés. Donc,
oui, alors on n'ira pas tout seul, on ira certainement avec de belles écoles d'ingénieurs pour préparer les talents de demain, mais il faut qu'on soit sur l'ensemble de ces métiers. Puis ce que je voudrais dire aussi également à nos banques, hein, c'est que euh, il faut aussi qu'on s'oriente sur des formations qui seront peut-être demain encore plus en étroite corrélation avec le métier bancaire lui-même, hein. On le sait aujourd'hui, l'alternance, c'est une partie de son temps à l'université, une partie de son temps dans le CFA de l'École supérieure de la banque, et puis une grosse partie de son temps en situation de travail, parce que c'est ce qui confère vraiment le plus de l'alternance et l'expérience que l'on acquiert, et donc c'est important de le privilégier. Et je pense qu'il faut encore le renforcer, peut-être réduire un peu la partie théorique et se recentrer sur les formations, on va dire, encore plus techniques bancaires et plus relations comportementales dans le secteur bancaire, hein, le sur-mesure de la banque. Et là, je suis très, très heureux de réaffirmer, alors d'annoncer des bonnes nouvelles et puis de réaffirmer que là aussi, l'École supérieure de la banque s'est mobilisée avec l'ensemble de ses clients pour lancer un BBO. Alors, BBO, c'est un terme barbare, c'est pas joli du tout. Un bachelor banque omnicanal, c'est-à-dire une vraie formation pour préparer aux conseillers particuliers en agence. Ça fait 3 ans que nous l'avions. Là, cette année, on va pouvoir en faire un contrat d'apprentissage parce que on a recueilli, on a eu la confiance, on a pu convaincre France Compétences de sa pertinence et donc il est maintenant RNCP. Donc c'est un vrai beau diplôme dont on est fier. Et puis on lance de nouveaux masters à la rentrée, dont un produit dont nous sommes particulièrement fiers, qui est un master double relation marché des pros et patrimonial, parce qu'on le sait bien tous, derrière un conseiller professionnel, il y a aussi, derrière un conseiller, pardon, derrière un client professionnel, il y a aussi un client patrimonial, hein, une profession libérale, un chef d'entreprise qui a aussi du patrimoine à gérer. Donc voilà, on va être la première banque, disons la première banque, la première école à proposer à la banque un diplôme double relation patrimoniale et professionnelle. Un de très beaux et gros projets donc pour l'École supérieure de la banque à Et, venir. et peut-être, parce que je ne veux pas simplement vendre les produits de la ferme et présenter les nouveaux produits de l'ES Bank. Je voudrais aussi dire qu'on améliore l'efficacité dans une démarche qui est très innovante. Et là aussi, on va lancer en test à la rentrée 2021 Professeur Bob. Professeur Bob, c'est un chatbot qui va accompagner tous nos étudiants, tous nos apprenants. Alors, peut-être pas tous au début parce qu'on va y aller en POC, on va tester avec certains. Mais en fait, c'est voilà, sur son téléphone portable, c'est le coach dans son téléphone portable qui vous accompagne tout au long de votre formation. C'est bourré d'intelligence artificielle. Ça permet, quand on n'a pas compris un cours, de s'entraîner, de réviser, de préparer ses examens, de se challenger aussi un peu, hein. Si on ne travaille pas ou on ne révise pas assez vite, professeur Bob nous rappellera un peu à l'ordre de temps en temps. Voilà, c'est le Jiminy Cricket de l'étudiant à partir de 2021. Merci beaucoup Eric. Ah, effectivement, je vous rejoins. Je vois aussi que l'heure tourne gentiment. Donc merci beaucoup à tous les deux. Peut-être en guise de conclusion, Maya, si vous Oui, avez peut-être un message ou un conseil pour les collaborateurs de banque qui nous écoutent. oui. Alors, d'abord, je voudrais remercier le S-Bank, toute son équipe et puis ses apprenants, hein, parce que je crois que vraiment les partenaires, les apprenants, l'équipe, tout ça, c'est un très, très bon trio qui est, je l'ai dit, un facteur de compétitivité pour notre secteur, un facteur d'efficacité, de réponse aux besoins des clients et d'innovation. Et donc, mon dernier mot, ce sera peut-être de reparler de fierté, fierté d'être dans un secteur qui bouge, qui innove, qui écoute, qui offre beaucoup de formations continues et qui permet aussi des mobilités. Et donc tout ça, je crois que ce sont tous les ingrédients de la pérennité. Et moi, j'achète l'idée de la banque de demain, justement basée sur des compétences toujours plus fortes. Voilà. Un grand merci. Merci à tous les Merci à deux. tous. Je parle vraiment au nom de l'ES Bank, je crois, Eric, ne pas me tromper, pour dire un grand merci à Maya d'avoir accepté notre invitation pour cette première édition de la semaine de la formation continue. Donc, merci encore une fois à vous, Maya, et puis à vous, Eric,
pour tous ces échanges. Donc, on laisse la main pour la dernière conférence de cette semaine qui a été bien remplie. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent aller parler management bancaire, je viens de vous mettre le lien vers la dernière conférence. Et puis, on se dit tous, j'espère, à très bientôt, si ce n'est à distance, on croise les doigts en présentiel. À bientôt. Merci à tous les deux Au et revoir, merci à merci. tous. Au revoir à tous.